Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Le VC franco-allemand, catalyseur d'innovation. Julien David Nitlush, Managing Partner d'Iris. Il y a un truc que je constate après 25 ans dans la tech et 10 ans de VC, c'est les sociétés ressemblent à leur marché et à leurs produits. Exotech, c'est des ingénieurs de la robotique. Ils ont construit leur société comme un robot à compartiment, avec le compartiment R&D, compartiment delivery. LeanIX, c'est une société de software agile. Elle a été construite en itératif, en développement de features. Et donc, dans le SaaS, c'est une société qui a su se développer suivant les règles du SaaS. Elle a trouvé sa base client, trouvé son product market fit, le marketer en digital, savoir tenir le bon discours dans les bons forums, dans les bonnes conventions, sur les bons profils LinkedIn, trouver très vite sa persona. Un épisode très dense où JD nous déroule 2 beaux investissements à des stades différents de maturité. Au travers de l'histoire du SaaS LeanIX, vous allez comprendre ce qui a fait le succès de cette entreprise de sa création jusqu'à son acquisition par le géant allemand SAP. C'est un savant mélange d'approches lean, de stratégies audacieuses et des partenaires gérés de manière subtile et déployés au bon moment. L'efficacité allemande dans toute sa splendeur. Le second deal dont JD nous parle, c'est WeFin. Cette start-up française qui met sa technologie au service de la finance durable vient de faire rentrer Iris au capital. Nous revenons sur le pain point que résout leur plateforme ESG Connect dans le secteur de l'asset management. C'est le bon moment, le bon outil sur le bon marché. Je ne pouvais pas laisser partir JD sans nous arrêter sur le contexte actuel en matière de levée côté entrepreneur, mais aussi investisseur. Nous discutons notamment des échéances de dette prévues pour 2024 et de leurs conséquences sur l'écosystème tech en Europe. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour JD. Bonjour Solène. Hyper heureuse de te recevoir sur FinScale, d'autant plus qu'on entend très peu Iris. Vous êtes un investisseur très taiseux et discret, donc merci beaucoup pour ton temps. Merci de m'accueillir. Moi, en revanche, je te connais très bien parce que je t'écoute, donc j'ai l'impression de te connaître. Mais tu me connais, tu vois, ça fait 4 ans pratiquement. Merci pour ta fidélité. Alors, JD, j'aimerais juste te demander de te présenter avant qu'on parle d'Iris. Alors moi, je suis Julien David. JD, c'est plus simple. Je suis ingénieur de formation. À la fin de mes études d'ingénieur, j'ai eu une réflexion profonde qui m'a fait penser que la tech allait changer le monde. Donc j'ai décidé de faire de la tech. Je n'avais pas de grande notion. On était au début des années 2000, je savais coder. Et j'y ai vécu pas mal d'aventures. J'ai commencé par faire du conseil en strat autour de la transformation technologique. Après, j'ai dirigé pas mal d'activités transformatives, notamment sur les terminaux chez Orange, où on est passé du Nokia série 40, que personne ne connaît maintenant, le petit 3210 avec Tetris, si, moi, mais au BlackBerry. c'est notre génération. Tu ne le fais pas. Au BlackBerry, sympa. Aux iPhones, et puis après à l'Android, et donc finalement à tout ce qui a été la stack moderne de middleware, de software et de hardware aussi, qui est redevenu un sujet aujourd'hui. Et puis après ça, j'ai accompagné beaucoup de startups au début des années 2010, puisque tu avais l'iPad, tu avais ce monde de plateformes qui était la 4G, les plateformes Instagram, Facebook, les applis. Et tout ce qui se construisait au-dessus. J'en ai rejoint une qui faisait du Mobile Application Management, donc du SaaS, de déploiement d'applications en entreprise, qui était une très bonne école. C'est Aperian ? Aperian, tout à fait, qui était une belle société financée par Kleiner Perkins, Bessemer et Northbridge, que j'avais un peu pitché sur l'Europe et qui avait dit très bien, on lance l'Europe. Donc c'était ma première rencontre avec des VC. Et en 2013, j'ai croisé le chemin d'Iris par un copain, Pascal. Et Iris, moi, je pensais leur pitcher que bientôt j'allais être entrepreneur, comme ça on se connaissait. Et eux, ils m'ont écouté gentiment. Ils m'ont dit, vous savez, des entrepreneurs, on en rencontre beaucoup. Je pense que ça serait mieux si vous veniez directement chez nous. Tout le monde gagnerait du temps. Donc ça m'a fait marrer. Je me suis dit, bon, ok, d'accord, je vais essayer. Donc, opportuniste alors. J'ai rejoint Iris le 1er juillet 2013 pour investir en early stage. J'ai développé un petit peu une practice early stage qui se structurait. Et de fil en aiguille, j'ai pu financer des Shift Technologies, des Exotech, des LeanIX. Puis la société de gestion a évolué, elle a grandi, elle s'est cristallisée autour de ces thèses d'investissement très tech. Et j'ai eu l'opportunité d'en prendre le relais en tant que managing partner avec mes associés Kurt et Eric depuis 2021. Super. Alors, avant de parler d'Iris, je voulais qu'on parle de passage de relais. On s'était dit que c'était un bon sujet à traiter tous les deux dans cette discussion. J'avais un petit peu touché du doigt le sujet avec Cyril Bertrand, qui est managing partner d'Xange, que tu connais probablement très bien. Je voulais un petit peu rentrer avec des cas concrets avec toi. En préambule, comment est-ce que tu pourrais
expliquer de façon rapide pour les personnes qui nous écoutent comment les stratégies de financement et les types d'investisseurs évoluent au fur et à mesure que l'entreprise grandit et qu'elle passe de start-up à, on va dire, au moment de son IPO, grosse corpo? Effectivement, on regarde toujours les financements des sociétés par leur taille, leurs investisseurs. Il y a un côté un peu hype. Alors qu'en fait, pour moi, le tour de financement, c'est un passage au stand avant de repartir dans la course. Le premier passage au stand, il est quand tu crées la société. Alors maintenant, il y a un stade de pre-seed qui est apparu à partir de 2019, qui initialement était ce qu'on appelait du love money ou des business angels. À ce stade-là, si tu veux, les gens qui t'accompagnent sont des gens presque proches personnellement. Si tu veux, tu es à l'inception d'un produit. Donc finalement, tes financeurs sont des gens qui doivent avoir une appétence au risque, à ton produit et à la construction de quelque chose. Mais dès que ce quelque chose est construit, dès que tu as un produit, dès que tu as des clients, les financeurs deviennent plus professionnels, plus structurés, et ça, c'est notre métier. Mmh. Et notre métier, soit il est très tôt dans la société, c'est d'accompagner la société dans, je dirais, le raffinement de son product market fit, la structuration de ses premières ventes. Mais finalement, à chaque fois qu'il y a un tour de financement, on va être sur la structuration du prochain étage de la société. Je vois ça comme une maison que tu construis, les fondations, tu creuses, tu as une pelle, c'est pas compliqué, et puis tu mets les premiers trucs. Mais une fois que tu commences à avoir une maison qui sort du sol, c'est beaucoup de travail de respecter les normes, de construire des fondations résistantes, et en même temps d'avoir l'ambition de construire une tour de Babel. Mmh. Et chaque étage de la tour de Babel a des règles différentes. En série A, série B, si tu veux, le niveau de risque est très élevé, tu as un produit qui commence à prendre, mais comment passes-tu de un ou deux clients qui trouvent ça sympa et qui signent des contrats à une répétabilité, une prévisibilité et puis surtout, je dirais, une échelle plus large? Est-ce que tu es capable de faire en Allemagne ce que tu as fait en France? Est-ce que tu es capable de le faire aux États-Unis? Ça, ce sont des tests, c'est encore très itératif. Et puis, une fois que tu as passé ces séries A, séries B, qui sont juste, pour moi, des versions similaires de la même question, est-ce que je peux répéter? Est-ce que je peux accélérer? Est-ce que je peux élargir? Là, tu es sur une autre question qui est: est-ce que je peux faire quelque chose d'endurant, de résistant et à terme de profitable? Ces questions se posent, je pense, à des étapes différentes. C'est un peu ce qu'on appelle le late stage, les séries C, séries D et le growth, l'horizon de profitabilité. On oublie quand même que de la construction des bases jusqu'à la construction d'une maison finale, le jeu, c'est quelque chose qui va durer éternellement, que ça soit de façon autonome, parce que c'est devenu une société mature qui fait des centaines de millions d'ARR, qui est sous LBO ou qui a été introduite en bourse, ou que ça soit quelque chose qui a transformé le monde et qui est devenu quelque chose de tellement utile pour un très gros corpo qu'il a décidé de dire ça, c'est mon avenir. Donc les exemples du premier sont des sociétés qui sont introduites en bourse, chez nous des Talend ou des Kiriba qui sont maintenant sous LBO avec Bridgepoint, mais qu'on accompagne encore. Société pour Kiriba qui gère de la trésorerie d'entreprise. Au début, c'était tout petit. Maintenant, ça fait toutes les sociétés du CAC 40 et Fortune 500. Ou à l'inverse, des sociétés comme l'INAIEX qui sont... Moi, je les ai vus, ils étaient 5 dans la société. Ils commençaient à développer un petit software parce que tu comprends, ils recensaient les applications d'entreprise avec un Excel. Et puis, de fil en aiguille, de financement en financement, c'est devenu une société qui fait 100 millions d'ARR et qui a été acquise très récemment par SAP en disant ça, c'est l'avenir de notre produit. On peut le pousser à beaucoup plus de clients et en faire quelque chose de fondamental pour SAP. Top, merci. Alors, si on reprend l'exemple de l'INAIEX, merci de l'avoir mentionné. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu les différentes étapes qu'elle a passées depuis le tout départ, donc quand tu les as rencontrées à 5 jusqu'à la session à SAP, et nous expliquer justement comment cette collaboration et ce partenariat avec SAP a pu mûrir et aboutir à cette vente? Alors, d'abord, nous, on a rencontré l'INAIEX à l'époque où on travaillait beaucoup avec Capnamic en Allemagne, qui était un jeune fonds en Allemagne comme nous, on était un jeune fonds franco-allemand sur leur listage. Et on a rencontré l'INAIEX parce que André, le fondateur, jouait au tennis avec Jörg, qui était le managing partner de Capnamic. Et moi, j'avais cette relation avec Capnamic et je sortais d'une société SaaS comme Aperian et je connaissais bien les early stages du développement d'une société SaaS. Et donc, quand on a rencontré l'INAIEX, si tu veux, c'est un peu l'histoire que je te raconte. Ils étaient quelques-uns, ils étaient chez DHL, ils disaient nous, on faisait l'IT de DHL, mais c'est compliqué, tu recenses les applis, on n'a rien trouvé de mieux qu'Excel, il n'y a rien qui existe. Donc on a fait un petit SaaS qui fait ça. Tu vois ça, quand tu regardes une société comme ça, tu te dis, c'est intelligent, je peux en faire un bon SaaS, tout le monde a le même problème, tu sais pas que ça peut devenir énorme. Tu peux pas, mais tu te dis... C'est un SaaS solide, si on lui applique des méthodologies de SaaS, ça s'industrialise bien. Et il faut comprendre qu'en 2015, on n'était pas sur la génération de la GenAI, on était sur la maturation de la génération du cloud, faire des logiciels qui étaient mutualisables pour tout le monde et donc gérables dans le cloud sur lequel tu pouvais développer des features, c'était the name of the game, le nom de notre jeu d'investisseurs. Donc, l'INAIEX s'est développé comme ça, sur un site qu'on a fait avec Capnamic, qui a
bien grandi, qui a commencé à avoir beaucoup de gros comptes en Allemagne. Et là, un deuxième investisseur, DTCP, est arrivé, qui est un investisseur très allemand, qui disait c'est très solide ce que vous faites, on connaît beaucoup de corporates allemands. Nous-mêmes, Deutsche Telekom Capital Partner, on est issus d'un corporate. On voit bien l'effet de volume qu'on peut avoir. Donc on a construit ces fondations et tout d'un coup, quelqu'un est venu construire, je dirais, le premier étage de la maison en mode on va consolider les comptes et puis on va commencer à explorer un peu l'international. Et puis la société s'est bien développée. En 2017, la société a commencé à avoir une belle accélération de ses clients. Et on voyait finalement, en parlant avec des Gartner, que l'Enterprise Architecture Management, l'Enterprise Application Management, ça pouvait être une thématique qui n'existait pas vraiment pour Gartner, mais en vrai, tout le monde avait le problème et Gartner disait c'est une vraie catégorie. Donc non seulement on peut créer une catégorie, mais Inayex faisait un potentiel dans cette catégorie très fort. Attends, je fais une petite parenthèse parce que tu mentionnes Gartner. Dans ce cadre-là, est-ce que vous collaborez avec Gartner pour approfondir vos thèses ou pour accompagner vos sociétés Nous, on échange avec Gartner régulièrement. En copain, évidemment, ils sont des prestataires de services qui fournissent des études. Nous, on fait nos propres études, parfois en collaboration avec eux, très souvent sans. Gartner sont plutôt des acteurs essentiels pour des sociétés qui croissent et qui veulent démontrer à des grands groupes qu'elles ont entré un niveau de développement, de savoir-faire et de taille qui les fait entrer dans le fameux cadran qui va rassurer des interlocuteurs des grands groupes qui disent je dois faire ce choix, est-ce que ce choix est solide. Donc nous, on réfléchit souvent avec Gartner, on échange, mais Gartner a un rôle, je dirais, beaucoup plus fort vis-à-vis des sociétés qui ont atteint et qui ont atteint un certain stade. Comme prescripteur, et je dirais comme entre guillemets, tampon de non, mais c'est solide, c'est dans mon cadran. Visé par Gartner. Voilà. Si tu le présentes à ton COMEX, tu prends pas un risque monstrueux, ça existe, c'est réel. D'accord. Il le faut, il le faut. Et ça correspond à notre histoire de maison, c'est-à-dire tu as quelqu'un qui vient regarder ta maison et qui dit c'est solide, ça, c'est une bonne maison, elle est bien sur la carte, on y est. Donc en 2017, si tu veux, on en était là. Et donc un Insight, qui est un très gros fonds américain qui fait du late stage et du growth, est venu driver la croissance de cette société en disant on va à l'international, on se développe. Et le fondateur, André, il avait créé ça avec un cofondateur, Jörg, qui savait qu'il accompagnerait André que pour un certain temps. C'est le moment où Jörg disait, vous savez, moi, c'est bon, j'ai fait mon temps. Et André, lui, commençait à montrer les signes d'un entrepreneur qui faiblissait jamais. J'ai jamais vu quelqu'un comme André Christ. André Christ, c'est un métronome. D'ailleurs, au tennis, pareil, je jouais avec lui. C'est un métronome. Il distribue les balles, il géométrise le cours. Il est incroyable. Avec sa société, pareil, construisait tranquillement sa maison. Et donc, Insight est venu dire, nous, on peut faire ça à l'international. On peut développer une société aux États-Unis. Donc, on a fait ça. Et évidemment, tu commences à développer ça, tu commences à avoir une base de clients internationaux. Tu vois, je te parle toujours pas de SAP. Non, je vois. Je te parle de Signavio. Par exemple, Signavio était une société financée par Summit. On connaît bien Summit, et Signavio disait, nous, on va aménager les applis, voire après, on peut y faire du UiPath, tu vois, ce qu'on appelle du BPM. Et donc, dans cet environnement-là, l'Inayex avait un beau partenariat avec Signavio. Summit disait, mais est-ce qu'on ne devrait pas un peu consolider ce truc, tu vois ? André a dit non, on ne consolide rien du tout, c'est super que Signavio nous adore, on va faire un partenariat avec Signavio, Signavio va être acheté par SAP, on va travailler avec SAP. André m'a expliqué ça peinard en 2017. Moi, oui, quel bien flair, sûr. Quand même. Mais faut être bon quand même quand tu fais ce genre de truc. Et donc, un Insight est arrivé pour déployer, et il s'est passé deux choses. Signavio a bien été acheté par SAP, et nous, on a élargi notre reach de partenariat. Par ailleurs, nous, on a fait notre première acquisition avec l'Inayex, qui était Clean Shelf, aux États-Unis, produit qui venait élargir un peu le range. Pas l'acquisition du siècle, mais ça permettait, ta première acquisition te permet de consolider un marché, d'élargir ton scope produit. Donc ça a été une première expérience. C'est vous qui aviez sourcé le... Non. Nous, l'Inayex, on l'a accompagné beaucoup à ses débuts, mais très vite, on était un investisseur un peu plus lointain. Moi, j'avais des échanges réguliers avec André, on n'était pas au board, mais on accompagnait notamment dans le développement en France, et sur les questions de ce type, on pouvait discuter régulièrement avec André. Et aux États-Unis, c'est devenu très solide. Tu fais une acquisition, et là, tu as des acteurs du growth. Les gens, ils aiment bien quand tu commences à faire des acquisitions. On a eu la même histoire avec Staffbase, où General Atlantic a bien aimé que Staffbase achète une société au Canada. Et donc, si tu veux, tu as fait ta première acquisition, tu as construit une base internationale qui semble solide, tu as une bonne prévisibilité de ton revenu, tu brûles toujours moins que tu dis. Ça, c'est incroyable chez l'Inayex. Il y a toujours cru énormément, sans brûler énormément d'argent. Là, tu as des acteurs du growth, comme Goldman Sachs, qui viennent et qui te disent « Ok, je vois le chemin de profitabilité, je vois le partenariat avec SAP. C'est une boîte, on peut en faire un gros truc. Et puis, on pourra choisir si plus tard, c'est du LBO, de l'acquise. » Donc, Goldman Sachs est arrivé circa 2019-2020 ou 2021, je ne voudrais pas dire de bêtises. Et là, si tu veux, on est entré dans une société. Ça y est, elle était en trajectoire pour 100 millions d'ARR, ce qui était
cette année. Profitabilité, break-even horizon, cette année aussi. Et donc, en même temps, André, il y a 1 an, j'organisais un événement chez Iris et je lui disais, est-ce que tu peux venir parler, c'est important. Et il me dit, écoute, je suis en train de travailler un partenariat SAP, je dois passer beaucoup de temps dans leur summit, etc. Mais c'est pour toi, hein, t'inquiète pas. Il a fait une vidéo super pour notre événement. Et en fait, à l'époque, il me parlait déjà d'un partenariat très solide et pas idiot, André, il savait très bien ce qu'il faisait. Et nous, on pensait qu'on ferait une sortie début 2024. On savait que la société serait mûre, elle aurait ses 100 millions d'ARR, son break-even. Et devine quoi, elle avait un partenariat solide avec SAP depuis 2 ans. Les choses sont venues naturellement au printemps. SAP, elle a dit, mais on se connaît bien, on s'entend bien, pourquoi on ne ferait pas plus ? Voilà comment, d'un côté, tu as construit une stratégie de développement de société, en national puis à l'international, comment tu l'as consolidée, comment tu es arrivé avec des partenariats qui se sont avérés être, comme souvent, tes premiers acquéreurs potentiels, ce que je dis toujours aux sociétés. Qui sont vos partenaires stratégiques ? C'est toujours une question à la fois de vente, de réplicabilité et de sortie. Ouais. Et en parallèle de ça, comment les tours de financement dont on parlait au préalable ont bien correspondu. L'INAIEX, c'est une société comme dans les bouquins. Ce que je te raconte, c'est très rare en fait. Tu avais fait un post où tu parlais de l'approche Lean, de l'INAIEX. Est-ce que tu as envie d'en parler ou tu penses que c'est not relevant ? C'est relevant puisqu'on en a parlé, mais l'approche Lean, elle est autant dans les méthodologies d'Agile et de Lean Management, qui sont complètement ce que André a développé. André, c'est un développeur de software. Donc, il y a un truc que je constate après 25 ans dans la tech et 10 ans de VC, c'est les sociétés ressemblent à leur marché et à leurs produits. Exotech, c'est des ingénieurs de la robotique. Ils ont construit leur société comme un robot à compartiment, avec le compartiment R&D, compartiment delivery, l'INAIEX, c'est une société de software agile. Elle a été construite en itératif, en développement de features. Et donc, dans le SaaS, c'est une société qui a su se développer suivant les règles du SaaS. Elle a trouvé sa base client, trouvé son product market fit, le marketer en digital, savoir tenir le bon discours dans les bons forums, dans les bonnes conventions, sur les bons profils LinkedIn, trouver très vite sa persona, l'IT manager qui doit développer, manager, ranger les solutions. On n'a jamais eu une période aussi prolifique que le Covid. Pendant le Covid, tous les directeurs IT des sociétés, ils étaient coincés chez eux, ils ne pouvaient pas trop se développer, et on commençait à leur dire « fais gaffe, il va falloir rationaliser ». Tout d'un coup, ils regardaient le bordel d'applicatifs qu'ils avaient chez eux, ils disaient « on va le ranger ». C'est lean, on va mettre en place des itérations, on va se parler régulièrement, faire le recensement des applis, revoir leurs usages, leurs dates. Pour l'INAIEX, ça a été une période exceptionnelle de consolidation de marché. Tout ce que je te décris, c'est il y a un market timing là quand même. Exactement. Donc, tu as eu une consolidation de marché, tu as eu de l'upsell. Tout d'un coup, les gens ont pris plus la solution. Tu as pu montrer que ta net dollar retention, ta capacité sur un client en fait à faire beaucoup plus d'upsell versus ce que tu perdais était incroyable. Donc, le marché naturel de l'INAIEX croissait naturellement et rapportait plus d'argent spontanément. Tout ça, ce sont des méthodologies SaaS. Tout ce que je te décris, ça a trait au coût d'acquisition. Est-ce que je suis dans les bons forums ou est-ce que je market ta capacité à augmenter le panier, avoir un premier panier très pertinent, à avoir des lifetime value qui sont réels. Chez l'INAIEX, on a des clients qui ont plusieurs années d'existence. L'INAIEX, c'est un cas d'école sur le SaaS et sur le Lean Management. Parfait, merci beaucoup. Vraiment, c'est un super beau use case. Il n'y en a quand même pas beaucoup comme ça. Alors, je voulais juste faire un point avec toi avant qu'on parle d'Iris sur le contexte actuel. Que tu nous fasses un peu un retour marché, prise de pouls. Tu nous expliques à quel point c'est devenu compliqué, pourquoi c'est devenu si compliqué pour les boîtes de lever en ce moment, parce qu'il y a énormément de cash encore dans les fonds. Et si tu pouvais donner quelques conseils à des entrepreneurs qui nous écouteraient pour maximiser cette période un petit peu, optimiser plutôt, cette période un petit peu complexe pour eux. D'abord, si on avait eu cette conversation cet été, je t'aurais dit effectivement c'est très compliqué et le marché est en reboot et c'est tant mieux. Mais en décembre 2023, je te dis en fait c'est très dur à lire parce que d'un côté des sociétés mettent beaucoup de temps à lever qui sont des sociétés saines, SaaS avec des métriques claires et en même temps des sociétés qui n'ont pas de chiffre d'affaires et qui font de la GenAI ou un LLM lèvent, si tu lis dans la presse, pour 400, 500 millions alors qu'ils sont une dizaine de personnes de la société qui n'ont pas encore de revenus. Donc, on est dans une période qui n'a jamais été aussi incompréhensible, à mon avis, de l'histoire. Il y a 6 mois, je t'aurais dit, c'est très facile à comprendre. D'ailleurs. Mais pas que dans ton secteur. C'est complètement fou, mais je pense que ça dit quelque chose de façon plus large sur notre société et sur l'époque, le moment d'histoire qu'on vit, qui, à mon avis, va être technique. Mais si on revient sur ce sujet précis, tu as une cyclicité qui était début 2022, fin du marché complètement fou, avec période
de croissance permanente sans inflation, explosion de l'inflation, hausse des taux pour compenser cette inflation. La hausse des taux a causé sur le marché des gens qui allouent du capital sur différents marchés, une reconfiguration complète. Jusqu'à fin 2021, avec des taux négatifs, tu n'avais pas intérêt à faire du crédit. Tu payais pour. Tu avais intérêt à faire de l'equity qui gonflait énormément. Et nous, on disait les boîtes vont monter jusqu'au ciel, l'equity vaut énormément. La crise en Ukraine, l'apparition soudaine de l'inflation, la régulation post-Covid qui était très compliquée, ont fait que tout d'un coup, les taux sont montés en l'espace d'1 an et demi, comme ils ne sont jamais montés dans l'histoire des taux. En même temps, ils partaient de très loin. Et donc, les gens qui avaient de l'argent, tout d'un coup, devaient regarder leur portefeuille. S'ils avaient de l'equity, ils disaient, mais l'equity, c'est pas un peu cher quand même? Vous n'avez pas payé des valos un peu folles là, avec Tiger et tout ça sur les dernières années? Parce que moi, j'en ai pris beaucoup et quand je regarde mon portefeuille, c'est énorme. Et j'ai un autre problème, c'est que j'ai fait tellement d'equity qui est maintenant une valeur tellement élevée que je regarde la dette, c'était très cher, ça rapportait rien, j'en ai pas fait. Et là, on me dit que les taux montent, donc on me dit que les obligations, tout ce qui est crédit, c'est vachement intéressant. Et mon portefeuille, il est complètement déconnant. Donc, en fait, tu sais quoi? Ton equity, d'abord, il faut que je fasse des taux. Et deux, quand je vois les valos que tu as faites, je pense que c'est un peu compliqué. Donc, à partir de 2022, les gens qui allouent des capitaux sur les marchés se sont reconcentrés sur de la dette. Sans doute de façon folle également, on peut en reparler. Et donc les gens comme moi qui venaient les voir en disant mais moi j'ai de l'equity, puis en plus moi je suis Iris, je suis taiseux et je suis raisonnable, je fais pas des valos folles. Ouais. Oui, j'ai plein de licornes, des exotech, des machins, mais je te jure c'est pas moi, c'est eux autres, et les boîtes sont incroyables. Tout d'un coup les gens me disent bah ouais mais moi je vais faire des taux. Donc quelle frustration. Nous il faut que tu comprennes que it's a layer cake, et dans ce layer cake on est au milieu. Ouais. C'est-à-dire que nous on est des acteurs de déploiement de capitaux pour des gens qui disent « j'ai envie de faire ton produit en ce moment ». Et tout d'un coup, à partir de 2022, des gens qui font de l'économie ou de la finance au niveau du dessus nous ont dit « je ne sais pas si je vais te filer beaucoup d'argent ». Donc, après avoir raconté pendant des années aux entrepreneurs « sky is the limit, viens me voir, tu auras une term sheet et qu'on sort », on leur a dit « ah, c'est super ce que tu fais, je propose qu'on en discute dans 3 mois pour voir si ça évolue bien ». Parce que moi, ouvrez les parenthèses parce qu'on ne dit pas du tout ça aux entrepreneurs. Si tu veux, tout d'un coup, on regarde un peu ce que je fais et on me demande si j'ai pas fait n'importe quoi, donc je suis un peu sous pression. Donc, je vais réfléchir. Donc, tout d'un coup, le marché en 2022-2023 est devenu à l'arrêt. On est devenu hyper sélectif. On s'est mis à te parler de profitabilité. On t'a dit que les licornes, c'est has-been. Maintenant, ce qui est important, c'est les centaures ou les boîtes profitables. Enfin, on est une usine à caricature, en vérité. Et les entrepreneurs. Mais comment les entrepreneurs peuvent-ils comprendre ça? Tu as une génération d'entrepreneurs qui est apparu en 2010-2012, et Post, à qui on a toujours dit il y a de la croissance, on déploie de l'argent pour croître, la valeur n'est pas un problème. Tout d'un coup, on leur dit je peux revoir tes chiffres, s'il te plaît, j'ai pas bien compris. Mais ça croît de 0,5 ou 0,7 sur les 3 derniers mois. À la place des entrepreneurs, je ne comprendrais rien. J'aurais affaire à des gens qui m'ont dit mais il n'y a pas de problème, et tout d'un coup, on me pose des questions. J'avais pas révisé parce qu'on m'avait pas dit que ça tombait au bac. Résultat des courses. Nous, on a changé de comportement en tant que VC. Je parle, nous, la classe d'actifs, parce que personnellement, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup changé. En 2021-2020, on me disait, mais t'es has-been, tu fais pas de deal. Alors que moi, en fait, j'arrivais pas à pricer les deals. Donc non, j'en faisais très peu. On a fait Monk, on a fait 2-3 sociétés. En revanche, depuis 2022, on a déjà fait 8-9 deals, quoi. On comprend mieux. Donc tout ça pour te dire, voilà ce qui s'est passé sur le marché. Donc les VC aujourd'hui, le marché est bipolaire. Les VC ont levé beaucoup d'argent depuis 2020-2021. Ils ont été capables d'en lever beaucoup. Mais ils sont regardés avec beaucoup d'attention par leurs investisseurs eux-mêmes. Donc, ils ont beaucoup d'argent qu'ils doivent déployer avec des critères beaucoup plus rigides qu'en 2020-2021. Ouais. Donc, oui, il y a beaucoup d'argent. Non, ils ne se déploient pas beaucoup. Jusqu'à cet été, c'était le cas. Mais depuis cet été, tu as une double problématique. C'est que les gens ont levé beaucoup d'argent qu'ils ne déploient pas. Donc, les LP ils regardent leur montre et disent « mais qu'est-ce que tu fais ?» Ouais. Et de l'autre côté, on me dit « ça y est, la GenAI, c'est en train d'arriver. » Et toute honnêteté, il se passe quelque chose autour de la GenAI de réel. Est-ce que c'est cette vague? Est-ce que ça va prendre plus de temps? Il y avait un très bon article sur LinkedIn de Martin Mignot hier qui faisait un bilan 1 an plus tard de qu'est-ce qu'on a implémenté en GenAI dans les startups ou dans les grands groupes. Réponse, à part du no-code, pas grand-chose. Donc on se retrouve de nouveau dans une situation où les VC ne demandent qu'à déployer. Aux États-Unis, tu as énormément de fonds à plus d'1 milliard qui sont disponibles sur le marché. Et on te dit la GenAI, c'est le prochain Google. D'ailleurs, regarde OpenAI. Donc, tu as une situation extrêmement bipolaire. Tu as des VC qui veulent être attentifs, mais qui doivent déployer. Tu as un moment où, en fait, on te dit retour aux fondamentaux, mais on te dit, mais non, il y a un truc transformatif, c'est la GenAI, il faut y aller, ça n'a pas de prix. Et côté entrepreneur, si tu fais du SaaS, on te dit, mais c'est quoi tes métriques depuis 6 mois que tu faisais 1 million d'ARR? Et si tu dis,
En fait, 0,2, mais j'ai de la GenAI. On dit, attends, reviens, faut qu'on en parle. C'est les cycles de rationalité et d'irrationalité de notre marché. C'est la beauté de notre métier, c'est la beauté de faire de la tech. Tout le monde a raison, personne n'a raison. Finalement, chacun va développer des thèses. Et on verra ce qui subsiste. Il y aura quelques boîtes de GenAI qui auront passé le cut, qui seront incroyables, qui vaudront bien les argents investis. Il y aura des boîtes qui auront grossi, mais qui auront été payées trop cher, et ça sera quand même compliqué. C'est clair. Il y aura des boîtes de SaaS qui vont émerger. Et tout est valide. Nous, chez Iris, on a décidé de rester extrêmement rigoureux sur notre croyance en la technologie. On a besoin d'un asset technologique très fort. On pense qu'il y en a énormément en France et en Allemagne. On a besoin de se projeter dans le prochain tour de financement de la société. Est-ce que dans 2 ans, quand le hype sera passé, les sociétés trouveront à se financer parce qu'elles auront cru et que les valorisations pratiquées à ce moment-là seront atteignables ou atteintes? Si tu as une belle techno mais que tu as pris une valo trop élevée, tu auras une problématique. Si tu n'as pas pris une belle techno, tu n'as pas pris une belle valo, tu auras une problématique. Et entre les deux, bonne chance. Alors, si un entrepreneur nous écoute, est-ce qu'il n'irait pas chercher d'autres sources de financement? Qu'est-ce que tu recommanderais? Alors, ça a été la grande mode circa été 2022. On a un problème en ce moment. L'equity, ça vaut pas cher. Finalement, les valos qu'on nous propose, c'est pas terrible. En revanche, il y a de la dette, c'est incroyable. Je vais faire une petite pause technique. Tu lèves à fin 2021. Fin 2021, tu peux te faire valoriser 20 fois l'ARR de l'année prochaine. Tu lèves mi-2022, tu vas être valorisé 5 fois ton ARR en temps réel. La mathématique est simple. Supposons que tu croisses de 100% entre 2021 et 2022. Donc tu fais x2. Pas de bol, les valos sont divisés par 4 sur tes chiffres potentiels. Donc en ayant cru de 100% entre 2021 et 2022, tu vaux la moitié de ta valeur fin 2021. Tout l'argent que tu as dépensé à ta croissance t'a fait régresser en valo. Compute 10. Donc, résultat des courses, tu te dis que l'equity, c'est cata. Et pendant ce temps-là, comme beaucoup d'acteurs commencent à lever de la dette, puisque la dette, elle était à des taux très faibles, et tu peux faire du 4%, ce qui est compétitif. Ah non, finalement, tu peux faire du 6%, mais c'est très compétitif. Tous les acteurs de dette viennent te voir, toi, petite start-up, en disant « Non, mais t'as raison, l'equity ne te paie pas bien, alors que moi, la dette, je te fais un prix incroyable, et dans 6 mois, tu verras que le taux que je t'ai proposé, c'est rien comparé au taux suivant. » Ça a l'air d'une bonne idée. Règle de base, les startups, elles viennent nous voir parce qu'elles ne sont pas profitables. Elles viennent nous voir parce qu'elles investissent dans leur croissance. Elles veulent des acteurs qui ne leur demandent pas, au fait, quand est-ce que tu me rembourses? Ce qui est notre métier. Ouais. Quand tu prends de la dette, tu peux éventuellement te prendre la dette qui est remboursable dans 1 an, mais il y a toujours un moment où il va falloir commencer à rembourser la dette. Et si tu n'es pas profitable parce que tu développes ton produit, tu développes tes sales, tout d'un coup, devoir en plus commencer à rembourser tous les mois quelque chose, c'est un peu comme courir sur du sable. Tu cours, tu vas vite, tu étais sur du béton et tout d'un coup, c'est un peu plus meuble. Ouais. Tu as l'impression de courir, mais il y a quelque chose qui te ralentit, mais tu vois pas parce que tu poses le pied à terre. La dette, c'est un peu ça le risque. Et pas de surprise, depuis cet été, tu vois beaucoup de boîtes, tu as des annonces dans la presse de boîtes où finalement c'est compliqué. Je pense que tout le monde voit à qui je fais référence. Et tu découvres qu'elles avaient pris énormément de dettes et qu'elles n'arrivent pas à se vendre parce qu'il faut restructurer la dette ou qu'elles doivent passer à la barre. Ouais. Prédiction, entre mi-2023 et fin 2024, tu vas avoir beaucoup de ces situations. Des dettes qui se déclenchent, de sociétés qui n'ont pas atteint une zone saine et qui ne peuvent pas la rembourser complètement ou que la dette alourdit. Tu as beaucoup de renégociations en ce moment, ce qu'on appelle des conciliations. J'avais fait un épisode, je ne sais pas si tu l'avais écouté, avec Mark Wormser pour parler de venture debt, dans vraiment un contexte assez spécifique. Ouais, je l'avais écouté et la venture debt est un beau produit, mais pour certains acteurs, c'est très cher la venture debt, donc il faut la rembourser. La venture debt, en vrai, a vocation à se focaliser normalement sur des sociétés qui sont around profitability et qui peuvent tout d'un coup sortir de l'eau. Et au moment où elles sortent de l'eau, elles peuvent reverser La venture debt, c'est un produit court terme, c'est un kicker. J'y suis presque. Oui, c'est ça. Je peux pas reprendre de l'equity. Sur court terme, j'y suis et je peux l'aménager. Il faut comme un bridge, en fait. Exactement, mais très court, parce qu'il peut être très cher. Il faut comprendre que les acteurs de venture debt, en revanche, eux, comment est-ce qu'ils gagnent leur vie? Non pas parce qu'ils font des taux et que tu les rembourses, ça c'est censé être le modèle, parce qu'ils prennent de l'equity de quelques sociétés dont ils font le kicker, et ils ont fait le kicker, la société est passée au-dessus de l'eau, et ils peuvent quand même convertir en equity. Et pour les quelques sociétés qui ont passé l'étape, qui ont réussi leur kicker, et dont ils prennent de l'equity, devine quoi, ça va être du LBO, ça va être des très beaux horizons. Sur quelques deals comme nous, ils peuvent faire un énorme retour. La venture debt n'est pas pour tout le monde. Ouais. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce cours de VC. Alors, je voulais parler d'Iris, quand même, de ce que vous faites, et puis me focaliser sur un investissement que vous avez annoncé récemment, qui est celui de WeFin.
On salue d'ailleurs Grégoire s'il nous écoute. Je te laisse peut-être rapidement revenir sur Iris, parce que tu as déjà donné des bribes d'informations. J'aimerais que tu synthétises un petit peu tout ça. Écoute, la synthèse est exactement la raison et l'esprit pour laquelle et dans lequel nous avons pris le relais d'Iris en 2021 et que nous avons transformé un Iris Capital de 30 ans en un jeune Iris qui a 30 ans devant lui ou devant elle. Quand on regarde les 10 dernières années, au cours desquelles Kurt, Eric, moi et d'autres membres de l'équipe se sont activés, on a réussi à générer une très très belle performance qu'on a un peu communiquée, parce qu'il faut communiquer dans ce marché. Et cette performance se cristallise autour de sociétés très technologiques, des objets assez uniques de la façon dont ils ont été développés, positionnés sur leur marché, qui ont su verticaliser et prendre une ampleur internationale très forte. Notre savoir-faire chez Iris et notre passion repose sur notre capacité à analyser des objets technologiques ou qui évoluent dans des environnements très technologiques qui sont des produits. On n'est pas très bon en service, en tech-enabled service, parce que quand tu fais des Deliveroo-like ou des plateformes qui demandent de développer des services, ton comparable, c'est pas une société tech, c'est Pizza Hut. Et donc, il faut être aussi bon que Pizza Hut pour livrer des pizzas. Et en plus, il faut développer une plateforme tech qui te permet d'être aussi bon. Donc, tu dois marger à 2 étages. Tu dois marger opérationnellement et tu dois être aussi bon ou meilleur que Pizza Hut. Et derrière, tu dois avoir une plateforme tech que tu amortis à un moment pour justifier tes gains de productivité. On est moins bon à ça. Il y a des gens qui sont extrêmement bons sur le marché. Nous, là, on est bon. C'est des LeanIX, qui sont des sociétés de logiciels très positionnées sur leur secteur. Et on reviendra à WeFin, qui est un peu dans la même philosophie. On est sur des exotech, des ingénieurs incroyables qui disent nous, on a vu Kiva, on peut faire beaucoup mieux, un robot à 2 dimensions, et qui ont fait des sociétés qui maintenant ont un volume international incroyable, avec des Uniqlo, avec des Decathlon et avec d'autres annonces qui arriveront bientôt. On a des chiffres technologiques qui prennent du state of the art machine learning d'Eric, que tu connais, dont j'ai assisté au PhD, les gens se sont levés sur la table en applaudissant, ça n'arrive jamais dans un PhD, et qui applique cette capacité à détecter de la fraude de façon mathématique à toute l'assurance. Notre savoir-faire chez Iris, ce sont des produits technologiques très verticaux qui ont un potentiel de scaling à l'international. C'est autour de ça qu'on a structuré Iris, c'est ça qu'on fait, et on sait le faire en early stage, donc du seed, série A, post-traction ou en growth, donc des sociétés plus matures comme des Kiriba, des Jedox, des Talend, où elles ont atteint un horizon où on sait les accompagner de leur profitabilité. Donc on accompagne tous les stades de sociétés très technologiques et on a su le faire historiquement sur des sociétés qui sont très visibles, que j'ai citées, et encore d'autres à venir. Entre la France et l'Allemagne. C'est-à-dire que nous, d'abord, de par nos histoires personnelles et notre naissance, on a un rapport avec la France-Allemagne. Chacun, Kurt Gunzenheimer, le nom est un peu indicatif. Julien David Nittlasch, c'est suffisamment compliqué pour être allemand. En vrai, on a tous un rapport, Eric, on a une histoire franco-allemande et sur l'early stage, on pense que les bassins français et allemands sont très complémentaires. En France, on a des assets très technologiques comme Shift, comme Exotech, comme Monk, qui ont une technologie très disruptive et qui peuvent devenir très gros. En Allemagne, on a des sociétés comme LeanIX ou Staffbase qui savent développer des horizons de software dans des pays, l'Allemagne, où tu as des géants du software comme SAP, et donc qui sont des acquisitions. Ces 2 bassins sont très complémentaires. Et en growth, être en France et en Allemagne, c'est avoir un phare ou un hub d'observation de la tech qui est européen, qui nous permet de faire des assets technologiques en Espagne comme Redpoints, avec ce même angle. Donc la France-Allemagne, et notre conviction aussi, c'est que pour aider les sociétés à se structurer, à croître, la France et l'Allemagne, c'est un bassin de corporate qui sont un tissu extrêmement conducteur pour se développer en Europe. Et chacune de nos sociétés a des histoires de mise en relation avec des corporates qui ont signé dans un pays et qui leur ont permis de généraliser à l'intégralité de leur pays et de devenir très international. C'est pour ça que la France-Allemagne est un bon bassin pour notre test très techno, en early et en growth. Top. Vous êtes combien ? Aujourd'hui, on est une 20aine de personnes, une 12aine d'investisseurs. Parfait. Alors WeFin, moi je connais depuis, je pense, 1 an. C'est un copain VC qui m'avait parlé de la boîte. J'avais jamais entendu parler, donc j'ai découvert, j'ai appris à connaître Grégoire qui est le CEO, et je suis hyper intéressée que tu nous expliques ce qui vous a motivé à investir aux côtés de Ring Capital, si mes souvenirs sont bons. Quel est le potentiel que vous avez vu, indépendamment du timing qui est très bon, parce qu'il y a une réglementation européenne qui est lourde, complexe, et on adore ça, notamment dans la RegTech. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le rationnel derrière cet invest ? Alors, je vais essayer, je le ferai sans doute moins bien que mes associés Gilles, Anaïs et Chana qui ont porté l'investissement. Mais comme je fais partie du comité, on a regardé la société de près, j'espère avoir compris et expliquer bien. Bon, il y a 3 composants très simples qui d'ailleurs correspondent un peu à ce qu'est un LeanIX. Le premier, tu as un fondateur qui a 2 caractéristiques.
Il est technique, il a développé une très belle plateforme qui a un positionnement assez unique de la chaîne de valeur, du scoring et de l'évaluation ESG dans un environnement où il n'y avait pas de produit comparable. Donc il a un savoir-faire technologique et il a un savoir-faire métier. Il a fait ça pour la BNP. En constatant que ça ne marchait pas, il a dit je vais le faire pour tout le monde. Ce qui est l'histoire de Jawish chez Shift, de Romain chez Exotech, et ainsi de suite. Ouais. Ils sont des cofondateurs en l'occurrence. Donc le premier point, c'est que tu as quelqu'un qui a développé une plateforme technologique avec une expertise métier. Le deuxième point, c'est qu'il a choisi un positionnement logiciel extrêmement intéressant et unique. C'est-à-dire que sur l'ESG, tu as un marché sur lequel je vais revenir, c'est le troisième point, mais tu as beaucoup de sources de données. Aujourd'hui, un client moyen, il utilise entre 2 et 5 sources de données pour faire son évaluation ESG. Il a une problématique de faire des simulations pour faire ses choix, parce que tout d'un coup, le critère ESG, critère de décarbonation, critère de mixité, ce que tu veux, devient un critère dont on considère qu'il est conducteur de performance. Alors qu'on constate que si les sociétés sont ESG compliant, pour parler en anglicisme, si elles recouvrent des critères RSE, elles vont performer mieux en moyenne, ce qui est le cas, puisque dans 3 à 5 ans, elles sont éco-responsables, elles sont choisies par leurs clients, elles contribuent à une génération de valeur plus grande. Et en plus, tu as des contraintes. Depuis 2021, tu as des contraintes très fortes sur tes choix, notamment en termes d'investissement financier. Dans les deux cas, quand tu vas considérer un investissement, tu dois être capable de simuler les impacts, tu dois être capable d'adapter les critères de ton analyse, un petit peu comme tu le fais d'ailleurs sur des LLM, mais ce n'est pas une société de LLM, c'est une société de software. Donc si tu veux, un logiciel, soit qui est juste une base de données, ou à l'inverse, qui va établir des règles, n'est pas suffisant, trop rigide. Et donc, les gens qu'on a vus autour du marché Asset Manager et Scoring ESG sont des gens qui sont soit des fournisseurs de données, soit des gens dont les règles sont assez rigides et te disent si tu me donnes ça, je te calcule ça. Sachant que le reste du marché se concentre plutôt sur du corporate, sur de l'industriel. Donc on est dans le cadre d'un produit qui est très bien inséré dans une chaîne de valeur, très modulable, et donc qui remplit véritablement les besoins techniques d'asset managers qui sont des gens très techniques, mais qui tout d'un coup doivent redévelopper une stack ESG avec d'autres sources de données dont ils n'ont pas le besoin, c'est pas leur ADN, ils n'ont pas le savoir-faire. Et donc, Grégoire a su développer ça pile au bon endroit et au bon moment, et a montré en quelques mois une vitesse de signature et une traction assez unique. Troisième point, le marché. Le marché de l'ESG est un très gros marché. On en parlait tout à l'heure en se préparant à cet entretien. Les marchés réglementés ou sous des acteurs de régulation sont toujours un petit peu effrayants, mais quand ils sont conduit par une telle demande, une telle appétence autour de nous, d'une responsabilité sociale et environnementale et de gouvernance. Il n'y a de toute façon pas le choix. Donc tu n'as pas le choix. Ouais. Donc le marché, on l'a évalué, en France, c'est quelques centaines de millions, en Europe, c'est quelques milliards, dans le monde, c'est beaucoup de milliards. Ouais. On a trouvé que ces 3 critères, check, on a investi. Super, merci beaucoup. Et bravo si l'équipe nous écoute pour ce qu'ils sont en train de mettre en place. J'aurais aimé juste que tu conclues sur vos prochaines étapes. Tu parlais d'une levée en cours d'un fonds chez vous. Tu peux en parler ? Oui, alors d'abord un VC en bonne santé est toujours enlevé, surtout quand là on a eu beaucoup de liquidités, donc c'est sympa dans une année où il y en a peu. Là, on termine la levée d'un fonds early stage qu'on avait annoncé, qui a déjà fait 7 deals, le 7e étant WeFin. Donc là, dans une semaine, je fais une petite pause parce qu'une levée de fonds pour un VC, tandis que tu rencontres des sociétés que tu les finances, c'est faire la même chose que nos sociétés, mais à notre échelle. Donc, aller voir plein de gens, leur raconter que c'est incroyable, que ça croît. Donc, c'est final closing alors ? Final closing dans une semaine, et je pense qu'on sera pas loin de l'objectif. Qui est de combien ? L'objectif annoncé était de 150. D'accord, bravo. Pas très loin. Un volcan s'éteint, un être s'éveille. On entame la levée d'un fonds growth, puisqu'on fait de l'early et du growth. Sur le growth, on a eu des très belles sorties comme BrainCube récemment, qu'on a annoncé. On vient de faire des financements il y a à peine un an dans Redpoint, et on a des sociétés qui croissent comme Jedox ou Kiriba qui sont assez uniques. Donc on entame la levée d'un fonds growth, parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont aujourd'hui autour de 10, 15 millions de chiffre d'affaires, qui ont besoin de 15, 30, 40 millions pour atteindre leur prochain horizon de croissance, qui est la profitabilité, qui est une centaine de millions de revenus. Et donc, on essaie de constituer un fonds de 500 millions. On est au premier pas avec une base d'investisseurs assez heureuse de ce qu'on fait, donc qui a décidé de revenir sur le prochain véhicule. Super. Et on essaie d'en attirer d'autres. Parfait. Bravo. Tu sais, je demande toujours à la fin. Donc, qu'est-ce que tu as préparé comme recommandation ? Alors, il y en a plein. Moi, écoute, en ce moment... Celui qui t'inspire le plus. Alors, moi, il y a un livre qui explique extrêmement bien pourquoi je fais ce métier et de quoi ce métier est l'écho. C'est La théorie de l'information d'Aurélien Bélanger.
D'abord, moi, j'ai fait des études d'ingénieur. Donc, la théorie de l'information, pour qui fait de la tech, en vrai, ça devrait être la base. Et quand tu regardes la GenAI, qui sont véritablement l'aboutissement de la théorie de l'information, et donc l'accumulation d'Erlang, etc., et d'algorithmes, la théorie de l'information, la vraie théorie de l'information, c'est un sujet principal. La théorie de l'information d'Aurélien Bélanger, c'est le premier livre d'Aurélien Bélanger. Donc, Aurélien Bélanger est un auteur que je trouve passionnant, que je suspecte Houellebecquien, puisque sa première phrase est finalement les entrepreneurs de la tech auront été les proto-humains de la nouvelle ère. Et c'est tout le temps comme ça. Ouais, je suis un peu compliqué comme garçon. Et donc Aurélien Bélanger, il raconte l'histoire de Xavier Niel, qu'il n'a jamais rencontré. C'est un livre qui a été publié en 2012-2013. Ouais. À l'époque, il y a eu un débat parce que c'est une biographie non autorisée de Xavier Niel qu'il n'a pas rencontré et dont je pense qu'elle est à 80-85% valide sur Xavier Niel, que je ne connais pas personnellement, que j'ai croisé. Et donc, c'est un livre qui conjugue ce qu'il imagine être le drive de Xavier Niel en tant qu'entrepreneur, en termes de passion de la transformation du monde, et qui l'entrecoupe de passages de la théorie de l'information, le vrai théorème. Et c'est passionnant parce que ça décrit finalement ce qu'est l'obsession d'un entrepreneur de la tech. Ça décrit pourquoi les entrepreneurs de la tech veulent changer le monde. Et une fois qu'ils l'ont fait statistiquement, après, ils continuent d'investir dans cet espace. Les fondateurs de Google qui après s'intéressent au changement génétique. Eric Schmidt qui investit dans la GenAI après avoir fait Google. Tu vois, et certains d'entrepreneurs que je connais, dont on est proche, qui ensuite repartent. Un Fred Potter qui a fait Netatmo, qui avant ça a fait WeThings, qui avant ça a fait une autre belle société qu'on a financée. Et donc, Fred, aujourd'hui, il est chez Apple et il veut changer le monde avec Apple et il va passer son temps à changer le monde avec la technologie. Donc, la théorie de l'information, ça explique la vraie fascination de l'entrepreneur, le changement d'état du monde. Et nous, ici, en fait, je crois que c'est un peu pour ça qu'on est là, pour accompagner des gens obsédés par le changement du monde, parce que nous-mêmes, on a envie d'en être acteurs. Super, merci beaucoup JD. Avec plaisir, Solène. À bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!